Bonjour Céline. Salut Alex. Il y a un sujet qui revient en ce moment, c'est celui de l'IA. Et tu m'as fait suivre un lien d'une émission, d'un documentaire où il est question justement de l'IA, des avancées et des changements en cours. Et d'un point de vue technique, et c'est quelqu'un qui a une grande qualité de vulgarisation qui parle de ça pendant une heure et demie en fait, en gros. Et puis je voulais qu'on revienne dessus parce que ça a suscité quelques échanges passionnés, dirons-nous, en aparté. Et je trouvais intéressant parce que derrière, il y a plusieurs choses à faire ressortir. Et moi, ça m'a donné envie de le partager. Et de cette façon-là, parce qu'on est davantage dans une parole qui est improvisée plutôt que quelque chose qui est réfléchi, qui est mis en forme, que j'aime bien faire au demeurant, que j'ai tenté de faire là hier soir, mais qui n'était pas très concluant, en tout cas, qui n'avait pas la portée vibratoire que je voulais y mettre. Donc je te propose qu'on parte de là, que toi tu nous dises comment tu as reçu ces informations-là. Et ensuite, je partagerai comment moi je l'ai reçu et ce que ça m'a fait chez moi. Alors il y a plusieurs choses qui sont venues à moi à l'écoute de cette vidéo. Effectivement, c'était vulgarisé heureusement, sinon je n'aurais rien compris puisque je n'ai absolument pas de formation scientifique. Donc cette vulgarisation a été très 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 bien menée, je trouve. Et donc il s'agit de l'apparition par l'équipe Microsoft d'une puce quantique. Donc, grâce à cette vulgarisation, j'ai pu comprendre la portée de cette avancée. Je parle d'avancée parce que il est question de mise au point, de pré, on appelle ça de pré, pas commercialisation. Pré-industrialisation, préfabrication. Ils sont très avancés dans leurs travaux. On a vraiment dépassé le stade des recherches. Ils se sont appuyés sur les recherches d'un scientifique italien, Majorana, donc cette puce porte ce nom-là. Donc ce qui était très intéressant de mon point de vue, c'est le côté curseur temporel où il se passe quelque chose de très important en termes d'avancées dites technologiques, scientifiques, et qui a et qui aura inévitablement des conséquences énormes sur nos sociétés et sur l'humanité. Il a très bien expliqué donc dans cette vidéo le potentiel énormissime de ce genre de puces. Donc c'est rapporté par rapport aux IA, il a ramené ça par rapport aux IA, puisque c'est les IA qui prennent réellement le pas de toutes les nouvelles avancées. Veut pas, l'IA sera partout, elle est déjà partout, elle est à Pôle emploi, enfin France Travail plus exactement, elle est dans plein d'administrations. Ça a commencé vulgairement par des chatbots, par des bots, enfin, mais c'est déjà bien avancé. Moi, ce qui m'est venu, c'est déjà par rapport à cette IA, on est tous quand même étonnés. Si on prend Perplexity par exemple, moi, je me dis waouh, c'est une masse d'informations pour répondre à une question qui sort en 2 secondes, 2-3 secondes, même maxi, même des fois 2 secondes, le temps de le dérouler, avec toutes les références de sources journalistiques, etc. Ça, c'est déjà pas mal. Mais avec cette puce quantique, ce sera 1 milliard de fois plus puissant. C'est-à-dire qu'une IA peut, à ce niveau-là, avec ces puces quantiques-là, en 1 seconde, peut te donner 50 scénarios, voire 1000 scénarios, même inventer des choses, créer des choses à partir d'autres choses complètement nouvelles, mais qui auraient la même saveur. Donc c'est, voilà, moi ce qui m'a interpellée, c'est effectivement ce curseur temporel d'époque où il y a de grands changements.
comme il y a pu y avoir de grands changements, de grosses évolutions, de gros bonds en avant dans nos sociétés. Donc là, c'est quelque chose qui est très important. Donc j'ai bien capté l'importance de ce qui se jouait. Alors oui, c'est une mise au point, c'est-à-dire qu'ils emploient ce terme-là chez Microsoft et même avec la personne qui a fait cette vidéo. C'est-à-dire que c'est pas encore totalement validé et encore là. Bon, là, c'est après, on part dans des joutes commerciales. Je donne un peu d'informations pour aller chez le client, puisqu'il s'agit quand même aussi d'un marché financier énormissime. Donc, à partir de là, évidemment qu'il y a une préparation, il y a une préparation mentale auprès de la masse, sachant que la personne qui fait ça est très 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 regardée sur YouTube. Gros public. Donc après, je vais te laisser parler parce que bon, moi je vais pas pour l'instant élaborer sur ce qui m'est venu par rapport à ça, parce qu'effectivement les potentiels sont énormes, ça c'est certain. Mais je vais pas dire là où j'en suis pour l'instant. Je vais te laisser la parole parce que toi tu avais justement par rapport à ce rapport d'influence sur la masse quelque chose qui t'était venu à ce sujet-là. Alors, c'est effectivement, moi je vais me situer sur une observation sur le process qu'il y a derrière. Pas tant sur le contenu que je remets pas en question, au sens qu'on est à un virage. Il y a un virage qui est en train d'être pris, et d'un point de vue global, d'un point de vue sociétal, on voit bien qu'il y a un paradigme qui est en train d'évoluer, dans lequel l'IA prend une place que moi je trouve énorme, exagérément énorme, omniprésente, tu vois, c'est en train de faire tache d'huile partout dans notre quotidien de vie. C'est ça. Il n'est pas question de faire des démarches sans IA, il n'est pas question d'infiltrer aussi les lieux de travail, d'infiltrer les lieux de loisirs, d'infiltrer les lieux artistiques. Il y a une infiltration qui est indéniable. Ça, le constat, je fais le même que toi par rapport à ça. Ce qui m'est venu, moi, ce qui m'a mis le warning, c'est que, encore une fois, c'est relayé par une personne, et on ne va pas dire son nom parce que ça ne sert à rien, mais je vois un process derrière, à partir du moment où une personne est utilisée pour ses qualités, et là, en l'occurrence, il est question de qualité de vulgarisation, c'est un type qui intervient auprès de millions de personnes, qui a une reconnaissance qui est manifeste, il y a un pouvoir d'influence. Premier point. Le pouvoir d'influence, on s'est rappelé en aparté qu'il était omniprésent. Toi, tu m'influences, moi, je t'influence. On est chacun installé dans des jeux d'influence sur ce plan-là. Et ça, tout le temps. Tout le temps. Je ne remets pas en question. Là où je mets une nuance, c'est que les influences que l'on peut avoir l'un sur l'autre, par exemple, si on prend que notre relation, que notre expérience, elle n'est jamais pour dire fais ci, fais ça, fais-le dans tel ordre, fais-le d'abord comme ci, d'abord comme ça. Elle laisse une place qui est énorme à l'autre. Il y a des jeux d'influence, il y a des jeux d'inspiration. On parle de temps en temps d'inspiration. Et il y a une nuance énorme entre s'inspirer mutuellement et influencer des masses. On parle sur les réseaux sociaux d'influenceurs et d'influenceuses. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. C'est-à-dire que ce sont des outils pour installer de nouveaux modes de représentation, de nouveaux modes de conscientisation qui devraient être appliqués massivement. Et je vois en ces personnes-là, parce que ce n'est pas le seul, mais ce sont les nouveaux prophètes. C'est-à-dire qu'il y a un caractère prophétique dans ce que eux avancent, qui repose sur des faits, sur des choses qui sont factuelles, qui sont vérifiables, qui sont effectivement scientifiques, où il y a souvent une base qui est avérée, réelle, solide, concrète. À côté de quoi, moi, je rappelle qu'il est possible de se positionner individuellement face à ça. C'est-à-dire qu'à côté de la tentative de massification de ces nouvelles façons de faire, de ces nouvelles façons de considérer l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'humain, il y a une façon qui est individuelle de se positionner. Et le scénario que va relayer cette personne, ou le scénario ou d'autres, lui ou d'autres, en fait, c'est le même principe, n'est qu'un des scénarios possibles. C'est de la préparation mentale, ni c'est plus ni moins, pour les masses. Tout à fait, c'est ça. C'est derrière, on parle tantôt de MK Ultra, d'hypnose, on tente d'induire
des façons de Un voir, mouvement de un masse. mouvement de masse. Et ça, je ne le discute pas. Je rappelle simplement que l'humain a la puissance suffisante pour, je dirais trivialement, écrire son propre scénario vis-à-vis de ça. Se positionner, dire oui, je consens, je concède à ça, et je vais en être un des utilisateurs, et je vais dire oui à ce qui est en train de se passer, avec les risques que ça comporte. Et un autre individu pourrait très bien dire non à ce qui est en train de se passer, avec les risques que ça comporte. Donc chaque situation, elle est possible, elle est respectable en soi, parce que j'ai pas besoin de dire au voisin qu'il fait de la merde ou quoi que ce soit, mais j'ai la possibilité de m'exprimer en fait par rapport à ça, et de me positionner, dire comment moi je le vois, rappeler en fait, moi mon propos c'est de rappeler la puissance de l'humain. Et notamment, ça me fait la transition entre ma propre expérience à moi en ce moment qui est en train de prendre un virage à 180 degrés. Et dit concrètement, c'est de voir que notre influence, elle est possible dans la matière, depuis la matière, concrètement parlant, matériellement parlant, tout en étant conscient de la masse d'énergie que ça demande. Et là, à l'instant, avant de brancher le micro, je te disais, mais en fait, ça demande énormément d'énergie. Il y a une autre façon beaucoup plus économique énergétiquement parlant, écologique, j'ai envie de dire, écologique au sens, pas écologie les verts, mais écologique au sens respectueuse pour l'humain, pour le vivant, et de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, c'est d'intervenir, y compris d'un point de vue subtil. Et moi, j'en suis là aujourd'hui. Et je suis en train de prendre conscience avec des exemples, avec des faits qui sont aussi avérés que les informations que lui amène, qui ont une influence sur la matière. Je parle souvent, ça c'est une de mes marottes, de l'humain peut agir depuis la matière, mais l'humain peut agir aussi d'un point de vue subtil. Ça, c'est une chose importante à mes yeux, que je voulais rappeler à cette occasion. Est-ce que toi, tu veux continuer de tirer le fil, ou est-ce que je continue de... En fait, j'ai bien entendu, effectivement, c'est clair et net qu'il y a toujours une préparation mentale. Il y en a tous les jours, en fait, avec des influences, on va dire, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, plus ou moins basiques, etc. Mais là, on parle effectivement de préparation mentale pour un changement de paradigme, parce que c'est tellement énorme ce qu'ils ont préparé en arrière-plan, en coulisses, qu'il faut bien préparer la population au grand changement de ce qu'ils tentent de mettre en place, et qui de toute façon sera mis en place. Comment tu le résumerais simplement, ce grand changement-là? Comment toi tu parles de ce changement? Ça aboutit à quoi en fait, ce grand changement? Et je vais te dire ce qui me vient quand je t'entends dire ça. Ça aboutit à quoi? C'est déjà en cours, c'est-à-dire qu'il y a, comme tu le disais tout à l'heure, l'IA est partout. Je connais personne qui n'a pas eu affaire déjà basiquement à dire je ne suis pas un robot, quoi. Donc déjà, on est sur des démarches. Toutes les démarches aujourd'hui se passent par l'ordinateur. Il y a de moins en moins de choses qui se font en présentiel. Donc ça aussi, ça a participé à forcer la population à passer par le réseau informatique. Veut pas, des petites formations pour les papis-mamies, des fois qui seraient largués, etc. Donc ça paraît anodin et ridicule de dire ça, mais ça commence par là, la préparation de la population, parce que c'est préparé de longue date. Ne serait-ce que les bases de données actuelles des IA, elles n'ont pas été mises en place en 2 jours. C'est quelque chose qui a été récolté, pompé, siphonné depuis des années, déjà grâce à ce qu'on exprime sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est déjà fait. Et là, l'étape actuelle, l'étape supérieure, c'est effectivement de préparer la masse à ce très gros changement avec ses capacités hors normes de l'IA. Alors ça aura d'abord des effets très importants au niveau des recherches scientifiques, mais ça va être de toute façon dans le modus operandi des entreprises déjà. Mais avec effectivement, et ça on le voit déjà, un changement au niveau des postes de travail, des jobs qui vont être faits par des IA tout simplement. Tout ce qu'on voit, ce qui se passe sur la Chine avec les premiers robots humanoïdes, ça aussi c'est de la préparation.
Alors tout le monde y va de son... Même nous, on est en train d'en parler. Mais c'est de la préparation mentale. Et effectivement, il va y avoir un très très gros changement au niveau du marché du travail, tout simplement. Déjà, pour commencer. Ce que je vois, moi je voulais simplement rappeler, derrière ma question, il y a rappeler que derrière il y a du forcing. Je te force à. Je vais t'obliger en fait à suivre ce changement-là. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a de la domination sur l'humain. Il y a des tentatives de domination sur l'humain, des tentatives aussi de faire le tri entre les humains qui vont qui vont passer le pas et d'autres qui le passeront pas. C'est-à-dire que là, de ce point de vue-là, moi je vois un moyen pour cliver et un moyen pour continuer de tenter d'asservir et de dominer l'humain. Pas de lui faciliter tant la vie que ça. Parce que c'est présenté comme tel en disant c'est une facilitation, c'est génial ce qui est en train de se passer, on va rencontrer, c'est une des évolutions technologiques, ça va être beaucoup plus simple pour l'humain. Mais si on regarde 2 minutes attentivement derrière, c'est tout le contraire. C'est jamais au service de l'humain. Dans ce contexte-là, ça n'est pas réellement au service de l'humain. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a des choses qui vont complètement changer au niveau dans le monde du travail. Donc déjà que voilà, il y a pas mal de gens qui se retrouvent confrontés avec des études, des cursus universitaires qui ont même déjà plus rien à voir le temps qu'ils finissent leurs 10 années d'études, ils sont même plus au goût du jour. Enfin, j'exagère évidemment, je caricature, mais ça va tellement vite. Ça va très très vite, là, ce qui est en train de se passer. Et donc, en fait, je voulais revenir sur la communication pour préparer les masses. Il y a cet effet aussi de magnétisme. Waouh, c'est génial, ça va être super, etc., etc. Donc, si je baisse un peu le curseur du magnétisme, je suis capable, moi, de dire que effectivement, ça sera utile pour plein de choses. Je suis capable de le dire. Et puis il y a l'effet de peur, putain, qu'est-ce qu'on va tous devenir, quoi. Bon, bah là aussi, ça, c'est même pas je baisse le curseur, c'est je l'annule, je le désintègre. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, à notre puissance individuelle, à se positionner par rapport à ça, en restant dans notre axe, en restant stable, dans notre équilibre. Ça va nous apprendre à jongler encore plus, à slalomer encore plus, à être plus fin que ce qui nous est présenté et imposé, parce qu'effectivement, un grand changement sociétal, c'est toujours imposé à la masse. Veut pas, c'est toujours imposé à la masse. Le changement, comment on appelle ça, de l'ère industrielle, quand l'ère industrielle est arrivée, ça a vidé certains champs, ça a pompé l'énergie, travail de gens qui étaient à la campagne à vivre à leur rythme, pour aller dans les usines. Donc c'est une captation d'énergie travail, une captation d'énergie humaine qui est déplacée d'un endroit à un autre. Parce que je ne dis pas que travailler dans un champ, c'était formidable. Mais il y a ce phénomène de captation d'énergie du travail qui a eu lieu à ce moment-là en masse. Donc, veut pas, les champs se sont vidés, les industries ont grossi, etc. Mais c'est toujours au détriment de quelque chose. Il y avait vraiment un phénomène de destruction de quelque chose, et c'est jamais réellement au profit de l'humain. C'est juste sa capacité, son énergie de travail, sa valeur travail qui intéressait et qui intéresse toujours nos élites. Sauf qu'aujourd'hui, notre capacité de travail, notre valeur travail, elle est même plus regardée comme telle, elle est snobée, elle est méprisée. Parce que pas assez obéissant, pas assez rapide, pas assez puissant dans la manœuvre, etc. Et donc, effectivement, bah oui, veut pas, la robotique va prendre le dessus. Voilà. Donc, oui, il y a des gros changements qui se mettent en place. Donc, attention à comment on se positionne, effectivement, à pas sombrer dans le magnétisme ou dans la peur, mais à regarder ça, évidemment... j'ai envie de dire être informé de ce qui se joue dans nos sociétés, oui, mais l'information, ça ne doit pas nous déstabiliser. Donc il y a un gros exercice d'équilibriste là qui est en jeu pour pas mal d'humains. Je vais revenir sur la parole et l'opportunité d'en parler. Parce que le fait d'en parler permet de dévoiler, permet de mettre à jour ce qui se vit de façon individuelle.
Il n'est pas question de faire partie de ces influenceurs-là. J'insiste là-dessus. C'est toujours dans l'idée de partager nos propres points de vue, mais pas de dire faut le voir comme ça. Ouais. Voilà, première chose, par rapport à la parole. Et moi, je vais te dire aussi ce qui m'a fait réagir sur l'émission que tu m'as envoyée. C'est quoi? C'est une séquence où on voit deux IA en train de communiquer ensemble. On voit un ordinateur et un téléphone portable. Il est question, je ne sais plus de quoi, d'une réservation, d'un truc comme ça, réserver un vol. Et puis l'utilisateur a mis côte à côte deux IA. Et elles s'aperçoivent qu'effectivement, elles communiquent entre elles. Et à un moment donné, il y en a une qui invite l'autre en disant « Ok, si tu veux, on peut se mettre à parler dans un langage qui nous est propre. » J'ai oublié le terme. Gimberlink. Ouais, Gimberlink. Gimberlink, un truc Ok, comme ça. voilà. Et c'est ça qui m'a fait réagir, moi. Ça, ce que j'y ai vu... C'est R2D2 qui parle. J'ai vu la séquence de la guerre des étoiles qui date des 1980, où on voit déjà R2D2 communiquer avec son pote Machine. Oui. Donc ce que je pointais du doigt à l'occasion, c'est que ce qu'on nous vend aujourd'hui, certes est préparé de longue date, mais moi je sais et je vois que c'est pas neuf en soi. C'est-à-dire que la préparation effectivement mentale, elle a lieu depuis longtemps. Premier point. Deuxième point, sans minimiser, j'insiste, sans minimiser en fait sur le virage qui est en train d'être pris d'un point de vue global, d'un point de vue sociétal. Ensuite, par rapport à la communication, par rapport à l'échange, je vois que là aussi il est possible de s'émerveiller en disant « Waouh, c'est un ordinateur qui est en train de communiquer tout seul avec le téléphone ». J'attire juste notre attention sur la capacité de l'humain à être en mesure effectivement d'échanger en s'appuyant sur un langage, en s'appuyant sur une langue, en s'appuyant sur le verbe qui est exprimé oralement et qui est entendu avec les sens. Il y a à côté de ça une autre forme de communication qui n'est pas duplicable, qui n'est pas, à mes yeux, en tout cas à mes yeux, imitable par la machine, d'être en mesure d'échanger des informations télépathiquement parlant. C'est-à-dire qu'en la matière, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de code. Il y a un fonctionnement qui est de l'ordre de la captation d'informations qui, à l'heure où on se parle, vibratoire. Il n'y a pas de code, comme tu dis exactement. Est indétectable par ces technologies-là. Et ça, je le rappelle à cette occasion-là, parce que plutôt que d'être, pour ce qui me concerne, émerveillé par ce genre de situation, il y a le rappel chez moi qui vient instantanément de dire « Regarde ce dont l'humain est capable. Regarde les tentatives d'asservissement de l'humain. Regarde les tentatives de forcing auprès de l'humain actuel. Mais à côté de ça, n'oublie pas la capacité de l'humain. N'oublie pas la puissance de l'humain à côté de ça. Et centre-toi sur ta propre puissance. Et pour ce qui me concerne, chez moi, ça me recentre. Comme tu le disais il y a quelques minutes, en fait, ça va faire en sorte qu'on va être de plus grands slalomeurs encore. C'est-à-dire que ces nouvelles tentatives d'asservissement de l'humain, elles vont, veut pas, là non plus, contribuer à ce que certains se positionnent clairement et se rappellent clairement à leur puissance individuelle. Et ça, à mes yeux, c'était important de le rappeler. Concernant cet épisode dont tu parles là, de cette communication, cette conversation entre machines, Gimberlink, là je sais plus, je crois que c'est ça. Oui, effectivement, c'est du code et c'est un code qui existe déjà depuis des années parce que pour faciliter les échanges entre machines, c'est pas d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que présenté comme ça fait. Il y a eu certains journalistes qui ont dit waouh, ça fait peur quand même. Bon, c'est déjà en place, mon gars, depuis un moment. Donc ouais, il y a le côté phénoménal, phénomène de foire là, science-fiction. On est déjà dans la science-fiction. Bon, en même temps, on va pas rester à l'époque des charrues. Il faut relativiser aussi, quoi. On peut pas non plus être anti-évolution technologique, mais effectivement ne pas perdre de vue que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, n'a jamais été en faveur, au profit pour l'humain. Ça a toujours servi d'autres intérêts. Voilà, donc c'est ça en fait qui ressort également ici. Ni plus ni moins, mais c'est vraiment ça. Il y a un intérêt qui est palpable, qui me vient tout de suite. L'intérêt, il est où chez Microsoft de développer des puces comme ça? Quand on parle de pré-industrialisation, de pré-commercialisation, de pré-commercialisation, c'est-à-dire que c'est froidement,
c'est froidement des intérêts monétaires, Que ça, bien sûr. des intérêts de profit monétaire. Et de domination pour avoir la première place de celui qui va mener son petit monde. En termes de communication commerciale, ces grosses boîtes-là, il était expliqué dans cette vidéo que, par exemple, Apple avait une politique de communication proche de zéro, c'est-à-dire qu'il préférait lancer un produit une fois que tout était verrouillé, fait. Tant et si bien que leurs propres actionnaires ne savent même pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau de Apple en ce moment. Je fais un résumé de ce qui a été dit. Je ne suis pas dans les coulisses de tout ça. Mais comparativement, Microsoft a choisi de faire part publiquement, évidemment à leurs actionnaires, mais publiquement de leurs grosses avancées, en disant que c'est une mise au point, mais là c'est une technique commerciale qui leur est propre, qui est totalement différente de celle de Apple par exemple. Donc oui, on est sur du business, on n'est pas sur le bien-être de l'humain, la facilité de vie de l'humain, absolument pas. On est sur un business colossal qui est toujours pour les mêmes, quoi, voilà. Et qui repose aussi sur la collecte d'informations et sur la mémorisation. Moi, ce qui m'a frappé dans les quelques images, c'est qu'une puce qui est de la taille de la moitié d'un ongle, en fait, est en mesure de stocker plusieurs milliers d'années d'informations. Je ne sais plus combien exactement, 10 000, 13 000, selon les sources. Il y a un article qui dit 10 000, tu vois. l'autre qui dit 10 000 ans. Voilà. En plus, c'est sur des... Et puis, ça peut même être sauvegardé sur des disques de quartz, etc. Donc, les avancées, elles sont chouettes, moi, je trouve. Mais d'accord. Mais moi, je les perdons pas de questionne. vue Je les pourquoi c'est questionne. fait. Moi, je les questionne parce que j'hésite pas à voir aussi. Je fais le parallèle entre la mémorisation, la mémoire de l'humain, qui s'oppose à quoi ? Qui s'oppose à l'instantanéité de l'humain. C'est-à-dire qu'on nous vend en fait le truc en disant « Ouah, c'est fabuleux, on est capable, allez, admettons, de stocker 10 000 ans d'histoire de l'humanité dans une puce comme celle-là, c'est génial. » Sauf que quoi ? Il est question de mémoire. Mais oui. Il est question de mémoire. À côté de ça, il y a l'instantanéité de l'humain. Il y a l'immédiateté de l'humain. Il y a l'aujourd'hui de l'humain. C'est ça. Et c'est ça que je vois aussi dans cette nouvelle manœuvre, une nouvelle tentative, c'est nous installer dans la mémoire et nous faire voir que waouh, aujourd'hui c'est possible de stocker toute la mémoire et je tire le trait entre le risque que l'on y voit, c'est de connaissance de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de ces mémoires d'humains-là. Et ce serait au conditionnel la capacité à stocker cette mémoire-là qui ferait de ces intelligences quelque chose de plus que l'humain. Alors que quelque chose qui est indétectable, je le rappelle, je le redis, je martèle, indétectable, c'est l'instantanéité de l'humain. C'est l'absence de programmation dont on parle, de programme, d'agenda, en fait, dont on parle régulièrement sur la web radio ou ailleurs. C'est que à côté de ça, il y a l'instantanéité de l'humain. Et ça, bon courage pour le collecter. Claire. Est-ce que tu vois d'autres choses, Céline, par rapport à ce sujet-là, pour l'instant ? Pour l'instant, non. Merci à toi, Céline. Merci à toi, Alex.